Bonjour tout le monde, bienvenue à ce direct avec le statisticien Pierre Chaillot. Mon nom est Héloïse Bois. Pour ceux qui me connaissent bien, c'est plus Hélo veut savoir. Et pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis en congé de maternité, mais je sors de mon congé aujourd'hui pour une entrevue d'exception. Merci Pierre d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. Merci Héloïse de m'inviter. Avec grand plaisir. Et ben écoute, pour commencer, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse votre connaissance. Au Québec, ça fait pas longtemps qu'on voit des vidéos de vous. Vous avez sorti un livre dernièrement, c'est pour ça qu'on a plus parlé de vous. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre parcours professionnel, puis qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre là, qui s'appelle COVID-19, ce que révèlent les chiffres, qui est distribué chez l'Artilleur. Donc, ça a été, parce que vous venez de me dire, si ça fait l'entrevue, vous n'avez jamais pensé écrire un livre, et là, maintenant, vous en tenez un dans vos mains. Comment on a pu en arriver là? Oui, alors moi, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai fait une école d'ingénieur de statistique et j'exerce le métier de statisticien depuis maintenant 15 ans. Et depuis maintenant 4-5 ans, de temps en temps, quand il y a un sujet d'actualité qui m'intéresse, j'écris un petit article que je mets gratuitement sur le web, sur différents sites web. Et puis, j'en fais une vidéo YouTube sur ma petite chaîne qui s'appelle Décoder l'écho. Voilà, l'objectif, c'était, quand il y a un sujet d'actualité et qu'on parle de sujets, plutôt de sujets économiques initialement, qu'on utilise des indicateurs, c'était d'expliquer les différents indicateurs utilisés et de globalement pourquoi les journalistes et politiques racontent absolument n'importe quoi aux gens sur la base de ces indicateurs-là, pardon. Donc moi, je faisais juste ça comme ça. Et puis quand cette histoire de crise est arrivée, bon, il s'est passé exactement la même chose, mais pas sur des chiffres économiques, mais sur des chiffres démographiques. Voilà, on a commencé à faire peur aux gens avec de la démographie, c'est-à-dire avec des nombres de décès. Et donc moi, j'ai fait comme d'habitude, j'ai écrit un petit article et j'en ai fait une petite vidéo pour expliquer que le nombre de décès qui était remonté censé faire peur était absolument insignifiant. Pour mémoire, en janvier 2020, on parlait de 2500 morts en Chine sur un mois à cause d'un nouveau coronavirus tueur. 2500 morts, c'est ce qu'on a tous les jours en France en période hivernale. Voilà, donc sur un pays de 67 millions d'habitants, ils sont 1,5 milliard en Chine, ils sont 20 fois plus. Ouais. Donc voilà, 2500 morts en un mois comptabilisés, quand en France c'est tous les jours. En Chine, doit mourir entre 25 000 et 50 000 personnes tous les jours. Donc 2500 Wow. en un mois, on rigole, quoi. Voilà, c'était pas sérieux. Et donc, ça montrait bien qu'on faisait peur aux gens avec des chiffres parfaitement insignifiants, du grand n'importe quoi. Des chiffres parfaitement inventés, finalement. À l'époque, je savais pas s'ils étaient inventés ou pas, mais en tout cas, Ouais. c'était insignifiant. Ouais. 2500 morts en un mois en Chine, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est ça, c'est pas un levier pour faire peur, vraiment. Non, ça fait peur qu'aux gens qui n'ont aucune idée des statistiques en jeu, aucune idée des ordres de grandeur. Voilà. Mais on En nous termes donnait jamais, on pouvait pas relativiser, en fait. C'est ça. Et donc, mon objectif, c'est souvent ça dans mes vidéos. J'explique le chiffre, d'où il vient, comment on le calcule. Et le métier de statisticien, c'est ça, c'est mettre en perspective, relativiser, regarder par rapport à d'habitude, même territoire, à des années d'avant, les territoires à côté. Ce qui n'a absolument jamais été fait sur aucun chiffre pendant toute cette histoire. Donc, c'est là Ouais. qu'est l'arnaque statistique. Voilà. Donc, ça vous a amené à écrire votre livre. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à trouver un éditeur? Non, en fait, en fait, ça m'a pas amené à écrire un livre, en fait, ça m'a amené à écrire plein d'articles. Ah, OK, Quasiment OK. quasiment toutes les semaines, il y avait des nouvelles bêtises qui étaient racontées, des études qui prouvaient l'efficacité, des confinements, l'efficacité des vaccins, l'efficacité des trucs, qui disaient que les hôpitaux étaient saturés, qui disaient que les non vaccinés saturaient les hôpitaux, tous ces trucs-là. Enfin, à chaque fois que ça sortait, je reprenais les chiffres, j'allais chercher, les sources, je disais: «Voilà où ça se trouve, comment on fait les calculs et regardez tout ce qui est raconté, c'est entièrement bidon et tout le monde peut le vérifier». Donc Mhm. j'ai fait ça pendant, presque, 2 ans. Ouais. En gros, quasiment toutes les semaines, j'ai sorti une vidéo, pour dire: «Mais c'est n'importe quoi». Un article et une vidéo, ce qui m'a pris un peu toutes mes nuits pendant 2 ans. Wow. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai des gens qui me suivent. Ma petite chaîne s'est développée aussi parce que il y a certains médias un peu connus qui m'ont traité de complotiste, qui a donné de la visibilité à ce que je disais. C'est Voilà, ce bien. qui était assez contre-productif pour eux. Ouais. Et au bout de 2 ans, je suis suivi en fait par pas mal d'universitaires, de chercheurs. Mon public YouTube, il est assez particulier. Il y a un certain nombre de personnes qui m'ont réclamé un bouquin, hein, déjà au bout d'1 an et demi.
Et voilà, au bout de presque 2 ans, il y a un journal belge qui s'appelle Kéros qui m'a contacté et je leur ai dit, allez, on fait un truc, toutes les semaines, on se fait une vidéo. Ça veut dire que toutes les semaines, je me suis débrouillé pour écrire un chapitre et on fait une interview et ça, c'était en juin 2022. Et voilà, donc j'ai écrit pendant l'été, on va dire, ce livre, mais qui est la compilation de 2 ans de travaux, on va dire. Oui, 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 je comprends. Mais ça a dû être vraiment une charge de travail monumentale. Puis rentrons un peu dans le sujet. Vous avez donc. Qu'est-ce que vous mettez en lumière? Il y a beaucoup de choses, là, mais qu'est-ce que vous pensez qui est le message qu'on doit aujourd'hui retenir de votre livre? Le message principal, c'est qu'il s'est absolument rien passé de significatif d'aucune sorte. Donc C'est on ne peut quand trouver même c'est gros, là, ce que vous affirmez. oui, pour moi, c'est même pas le plus gros, mais c'est déjà le premier résultat, heu, auquel les gens doivent avoir accès et doivent se rendre compte. Il n'y a aucun pays diffusant des statistiques au monde que j'ai pu trouver, qui a une mortalité qui serait, significativement anormale par rapport à l'habitude. Ça n'est pas vrai. OK. Il y a tous les pays, occidentaux qui ont plus de décès que d'habitude en 2020, mais c'est parce qu'en fait, le nombre de décès augmente tous les ans parce que il y a l'effet vieillissement de la population qui fait qu'il y a de plus en plus de décès. Et puis voilà, il y a certaines choses qui se sont passées en 2020, qui n'ont rien à voir avec un virus, mais des mesures qui ont été mises en place, qui ont des impacts sur la survie des gens, de façon directe, notamment le fait de ne pas soigner les gens, hein, tout ça, ça se mesure. Ouais. Mais même en prenant tout ça en compte, la mortalité de 2020, elle est aucunement significativement supérieure aux autres années. 2020, c'est une année franchement peu mortelle. Voilà. Donc, en comparaison avec, vous prenez combien d'années avant pour faire un comparatif? Oh, il n'y a pas besoin de prendre loin. En fait, les taux de mortalité, ils ont tendance à diminuer, sauf aux États-Unis ou au Canada, je crois aussi, ils stagnent depuis un certain nombre d'années. Ce qu'on appelle l'espérance de vie, c'est en fait c'est un calcul de taux de mortalité standardisé. Hein, ça ne dit pas du tout l'âge qu'on peut espérer vivre. Ça n'a rien à voir. C'est un nom sexy qui est censé qui fait croire aux gens quelque chose qui est faux. Ah bon? Espérance, ça veut dire moyenne en mathématiques. Donc Ah, l'espérance de vie, c'est une moyenne standardisée de l'âge de décès des gens. C'est pas du tout l'âge que vous pouvez espérer atteindre. Rien à voir. bon, Voilà. encore une déception. Ouais, vous pouvez être déçus. Mais bon, juste que ça montre, ça montre l'âge à laquelle sont décédés, les gens qui sont décédés cette année-là, si vous voulez. C'est pas la Ah, moyenne des âges, c'est une moyenne standardisée, je comprends. sur une population fictive et cetera. C'est un calcul compliqué, mais qui reflète bien l'âge de décès des personnes de cette année-là. Enfin bref. Est-ce qu'il y a eu une surmortalité? Est-ce qu'on peut dire qu'en 2020, il y a eu une hécatombe? En 2020, il y a eu plus de morts qu'en 2019, par exemple, dans la quasi-totalité des pays où on a des données, mais 2019, c'est un record de sous-mortalité quasiment mondial, hein. En Europe, c'est le record de sous-mortalité jamais atteint parce qu'il y a un hiver qui est très doux. En 2019, il y a aucune canicule, et donc voilà, il y a un temps qui est extrêmement clément tout du long, qui fait qu'il y a très peu de décès cette année-là et c'est absolument un record. Et donc en 2020, il y en a plus, et donc il y a tout un tas de petits malins dans les instituts qui se sont amusés à comparer 2019 à 2020, ce qui est une arnaque intellectuelle monumentale. On n'a Mhm. pas le droit de comparer 2020 à l'année la moins mortelle de toute l'histoire. Alors oui, Exact. voilà, il y a eu plus de morts en 2020 qu'en 2019, qui est l'année la moins mortelle de toute l'histoire. On n'a pas battu le record, point, en On nous 2020. remettait jamais, en fait, un comparatif. Puis, ce qui me frappait aussi quand on écoutait les nouvelles, c'était toujours, on voyait en temps réel le nombre de morts en rouge, avec vraiment comme tout pour nous faire peur. Mais je me disais, jamais dans la vie, je le sais, moi, la quantité de morts qu'il y a en France. Je sais pas, moi, c'est combien de monde qui meurt au Canada. Donc, on voyait vraiment déjà qu'il y avait quelque chose qui clochait dans la façon qu'on nous présentait les chiffres. Mais donc, ce que je comprends, c'est que votre livre montre qu'il y a des biais dans la façon qu'on nous les a présentés pour nous donner l'impression qu'il y avait une catastrophe, Tout à mais fait. il manquait un contexte finalement. Oui, le métier statisticien de tous les instituts de statistique normalement, c'est de mettre les chiffres en perspective. Mhm. Et les statisticiens de tous les instituts qui ont diffusé des chiffres ont tout d'un coup tous oublié leur déontologie pour cette année-là et sont tous rentrés dans le moule et donc n'ont pas fait comme d'habitude. Plutôt que de faire comme d'habitude, de comparer par rapport à plusieurs années avant, plusieurs territoires, regarder ce qui se passait dans le temps, tous, ils sont rentrés dans l'histoire de dire, il y a forcément plus de morts, c'est forcément le Covid qui tue. Et ils sont tous sélectionnés les chiffres, les données, les comparaisons, de façon à rentrer dans le moule.
Ils n'ont donc pas fait du tout leur travail de statisticiens, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait un travail d'antichambre du gouvernement, de promotion de la politique choisie, et pas du tout le travail dans le bon sens. Tout ce que vous trouverez dans mon livre, ce sont les calculs habituels et les façons de faire habituelles que font les statisticiens habituellement, et c'est tout. Donc il n'y a absolument rien de révolutionnaire, ce sont que les comptages habituels. Le taux de mortalité standardisé que je compte, vous allez sur le site de l'OMS, OMS, Eurostat ou Stat Canada, vous tapez taux de mortalité standardisé ou bien Age Standardized Mortality Rate, eh bien, vous allez tomber exactement sur mon calcul, et c'est ce qu'ils préconisent de faire. Il n'y a pas un institut qui a fait ça. Hein, voilà. Donc, c'est bien en choisissant bien les chiffres et les statistiques qu'ils ont pu rentrer dans le moule de façon à rentrer dans cette histoire. Voilà, c'était obligé pour eux d'y rentrer, il fallait absolument y coller, mais c'est Pourquoi? pas habituellement. Pourquoi? Mais je sais que c'est peut-être pas votre devoir de statisticien de répondre à cette question-là, mais tant que vous démontrez qu'on nous a, on a failli au code de déontologie, qu'on nous a présenté des chiffres alarmistes qui n'avaient pas lieu d'être, il est permis de se poser la question pourquoi on a fait ça. J'ai plusieurs réponses. Déjà par conformisme. J'ai même vu une réponse d'une statisticienne une fois à la question qu'on lui posait mais pourquoi est-ce que sur ce graphique-là, on compare les données qu'à l'année 2019? On ne fait jamais ça d'habitude, on met plusieurs années. Réponse de la statisticienne qui était cadre et qui décidait les chiffres qui allaient être présentés. Bah oui, mais si on ne fait pas ça, on ne voit rien. Et quand même, il y a quand même une pandémie et donc une hécatombe, alors il faut quand même choisir le graphique pour montrer qu'il se passe quelque chose, sinon on est ridicule. Mais c'est encore plus ridicule comme réponse, en fait. Oui, mais ce qui est impressionnant, c'est que quand on voit une vingtaine de personnes qui écoutent et qu'il n'y en a pas une qui moufte. C'est-à-dire que tout le monde était, je sais pas quoi, c'est quoi le bon terme, sous hypnose, quoi. Voilà, non, on dit un truc qui est complètement ridicule, qui tient pas la route 2 secondes, mais tout le monde adhère. Il y a Tout le cet monde effet il y a une espèce d'effet d'entraînement qui est beaucoup plus fort que la raison, finalement. C'est ça. Puis en fait, on voit, vous en avez discuté en plusieurs de vos entrevues, mais les médias ont joué un gros rôle dans la promotion de ces faux chiffres-là, ou en tout cas de ce message-là, de cette hypnose. Est-ce que vous avez une opinion sur le rôle des médias dans ce qui s'est passé? Est-ce que vous en parlez dans votre livre? Oui, j'en parle dans mon livre. Il y a eu plusieurs rôles. Il y a eu à la fois le fait de répéter tous les jours la même chose, qui est la puissance du média, hein. C'est l'expérience de H, je ne sais pas si vous connaissez. H qui fait rentrer dans une salle on va dire 11 complices, et puis ensuite un personnage qui va tester, et il trace une petite ligne au tableau et une très grande ligne. Et il demande aux 11 premiers quelle ligne est la plus petite. Et les 11 premiers disent, voilà, c'est la grande. Et il regarde la réponse du 12e, et le 12e, dans 95% des cas, il va choisir comme tous les autres, même si c'est évident que c'est stupide. Ouais. Ça s'appelle, voilà, c'est un effet d'entraînement, c'est le conformisme, c'est la puissance du conformisme, et c'est très connu ça, c'est Barnes qui l'a déjà utilisé pour le tabac depuis très longtemps. On fait la promotion de quelque chose, et la puissance des médias, c'est ça. Et c'est très connu de la part voilà, des politiques, des industriels, de ceux qui les possèdent. L'objectif de ceux qui possèdent des médias, c'est pas de faire de l'argent, la plupart sont déficitaires, c'est de réussir à imposer des idées en les répétant tous les jours. Et donc la puissance médiatique, ça a été de dire tout le monde dit la même chose, et tout le monde répète la même chose tous les jours, et ça devient vrai, même quand c'est débile. Ouais. On peut faire admettre des débilités aux gens à condition de les répéter tous ensemble avec sérieux. Puis en fait, c'est qu'ils faisaient ça au nom du gouvernement. Oui, bien sûr. Et il y a eu des auditions, notamment, c'est la directrice de BFM TV, je crois, française, là, qui a été interrogée, et on lui a demandé quel a été son comportement pendant la crise, et elle a expliqué que, voilà, comme il y avait une pandémie, avant d'interroger n'importe quel médecin pour s'exprimer sur le Covid, elle appelait le ministre de la Santé pour savoir si c'était bien la bonne personne. Et donc, voilà, dans l'esprit de pluraliser, en fait, c'était télé-gouvernement, quoi, finalement. C'était chez le privé, mais télé-gouvernement. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc c'est vraiment un message unique. Donc ça devient un dogme répété par tout le monde, comme une religion, finalement. On n'a plus besoin d'entrer à l'église. C'est l'église qui rentre chez nous par la télé. Ouais. Et puis la deuxième chose, ça a été toute voix dissidente devait se faire massacrer. Oui. Et donc il y a ce qui s'appelait les fact-checkers, là, une espèce de bande organisée
qui a eu pour rôle de détruire de différentes manières toute personne qui oserait donner une contre-argumentation, un contre-avis. Peu importe sa crédibilité. Oui, peu importe. Mhm. Il fallait écrire complotiste sur cette rogne, Ouais. de manière définitive, écrire un article soit avec des trucs complètement fallacieux, des faux raisonnements pour dénigrer ce qu'il disait. Ça, j'en ai subi 2 ou 3 fois. Oui. Ou bien l'attaquer ad personam, quoi. Que c'était un usurpateur, un guignol, un fou. Et même des gens qui étaient portés au nu jusqu'ici par les médias se sont retrouvés tout d'un coup comme étant les pires personnages du monde. Laurent Mukeli, par exemple, qui l'ont fait passer pour un espèce de fou d'extrême droite, alors que bon, c'est plus à gauche que Laurent Mukeli, c'est compliqué. Laurent Toubiana, qui est l'épidémiologiste, peut-être le plus capé en France, c'est sûr, peut-être au monde en ce moment, qui l'ont fait passer pour un fou, soi-disant qu'il serait devenu fou du jour au lendemain. Oui, bien sûr. C'est pas le seul. Ouais. Voilà. Donc il y a eu ces deux aspects, à la fois répéter tout le temps les mêmes bêtises de façon à leur donner de la crédibilité, et puis surtout démolir, détruire toute voix dissidente. Ça a été les deux gros points forts des médias. Ouais. Bon, ben écoutez, pour ce qui est des médias, de toute façon, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. Je pense que la plupart des gens qui nous suivent, ça a été une grande déception. Puis il y en a beaucoup qui se sont tout simplement désabonnés, déconnectés, on débranche la télévision, puis on commence à... Justement, ça a vu l'émergence de chaînes comme la mienne, comme des gens comme la vôtre. Après, ce qui est difficile, c'est de rejoindre plus de gens parce qu'on on a démonisé toutes les chaînes qui étaient sur Internet comme étant des chaînes de charlatans. Mais il y a quand même du contenu de qualité qui se fait sur Internet. Ça devient vraiment difficile, par contre, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Là. Ça, c'est une autre histoire. J'aimerais ça là, on en a parlé beaucoup de 2020, mais à un moment donné, il y a eu la 2021, il y a eu 2022, on est rendu en 2023, on continue d'être encore, l'état d'urgence n'est pas levé, on nous dit qu'on est encore en pandémie, il y a encore des masques quand on va faire les courses. Est-ce que, si on compare les taux de mortalité de 2020, là, vous dites que c'était vraiment pas une année si grave que ça, mais 2021, 2022, est-ce que ça se poursuit? Est-ce qu'on peut dire que quand la vaccination a commencé, il y a eu plus de mortalité? Est-ce qu'on peut observer des choses comme ça? En fait, il s'est passé des choses assez différentes selon les pays. Déjà, 2020, il y a eu des hécatombes nulle part, mais il y a aussi tout un tas de pays sur lesquels il ne s'est absolument rien passé, même pas une petite augmentation par rapport à 2019. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de remarquer que il n'y a pas de lien direct avec le confinement ou toutes ces choses-là, et que c'est même plutôt l'inverse. On a plutôt l'impression de voir que moins un pays a mis des mesures, et moins il a de morts. Wow. Toute une partie de mon livre que j'explique, et j'explique qu'en France, on a tout un tas de rapports officiels qui nous permettent de compter les morts qui sont morts à cause des mesures, et notamment à cause du fait qu'on n'a pas soigné les gens. Oui. Donc ça, on peut le dénombrer. Et on a même des contrefactuels avec des pays qui ont quasiment rien fait ou rien fait du tout. En Europe, on a l'Allemagne et la Norvège. L'Allemagne qui est en plein milieu de l'Europe, avec tous les pays autour qui confinent et qui ont des morts, notamment en mars-avril 2020. Et l'Allemagne qui n'a rien du tout. Et puis on a la Norvège où il ne se passe absolument rien en termes de mortalité, alors que c'est les seuls qui confinent pas, enfin, c'est pas les seuls, mais ils font partie de ceux qui confinent absolument pas du tout leur population, qui mettent juste des préconisations. Et les seules préconisations qu'ils ont prises, d'ailleurs ils se sont fait taper dessus par l'Europe, c'était qu'ils mettaient en quarantaine les étrangers arrivant. Voilà. Mais donc leur population, eux, ils n'ont rien fait. OK. Et eux, ils ont absolument rien du tout en termes de mortalité. Donc c'est intéressant, comme des pays qui confinent, qui empêchent de soigner, tout ça, eux ont des morts, alors que des pays qui font rien ou quasiment, ils n'ont rien du tout. Donc c'est pas dans le bon sens. Non, c'est ça. Et donc, en 2021, il se passe des choses, c'est-à-dire que les pays qui avaient mis des mesures extrêmes et qui ont des morts à cause des mesures, comme je le montre dans le livre, eh ben, ils ont un peu moins de morts en 2021 à partir du moment où ils arrêtent de confiner les gens. Donc voilà. Donc il y en a qui vont dire... Le confinement dessus? Le confinement, c'est pas le confinement à mon sens. C'est pas le confinement en lui-même qui tue, c'est le fait de ne pas soigner. Et ça, en France, on sait le mesurer puisqu'on sait statistiquement le nombre de personnes qui n'ont pas été à l'hôpital pendant cette période-là parce qu'on a les statistiques d'avant. Ouais, Donc, OK. quand on voit qu'il manque chaque semaine 600 personnes aux urgences AVC, urgences cardiaques, ça nous fait qu'au bout de 4 semaines de confinement, on a tout un paquet de morts, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas venues du tout à l'hôpital, que d'habitude on soigne, et là, qui sont morts chez elles.
Et Parce quand qu'on on disait aux gens de ne pas aller à l'hôpital, c'est ça qu'on leur disait, hein? ne consultez pas, n'allez pas voir de médecin et surtout ne voyez pas vos voisins. Et ce qui sauve les gens des AVC et des crises cardiaques, c'est d'avoir un proche, un voisin, quelqu'un qui remarque qu'ils ne sont pas bien, qui se tiennent le bras gauche, qui sont tout pâles, qui Ouais, commencent à baver au-dessus de leur assiette. Voilà, c'est ça qui sauve les gens. C'est bien, ce sont les rapports sociaux. Le ouais. fait de confiner les gens chez soi, ça, globalement, ça fait que les gens se sauvent plus les uns les autres. C'est tout bête, hein. Et ça, on est même capable en France de le chiffrer puisqu'on a des rapports pour le faire. Mmh. Donc voilà, et donc ça, c'est évident que c'est délétère. C'est pas la seule mesure d'ailleurs qui est délétère, c'en est un exemple, mais il y en a d'autres. Ouais, Et donc, quand on arrête de faire ça, qu'on recommence le flux habituel du soin, que les gens retournent à l'hôpital quand il faut, qu'ils peuvent retourner aux urgences, eh ben, il y a un peu moins de morts, ce qui est pas plus mal. Et du coup, mais évidemment, statistiquement, ça permet à certains, en choisissant les bons pays, de dire que c'est grâce au vaccin. bien Mais sûr. on a cet effet-là. Cet effet de baisse en 2021, il n'apparaît absolument pas chez des pays qui n'ont pas du tout confiné, et qui n'ont pas mis en place de mesures délétères. Et chez ces pays-là, bah, ils ont plus de morts en 2021 qu'en 2020. Donc il y a à la fois le vieillissement, mais pas que. Il y a aussi d'autres Ouais, statistiques qui rentrent en compte. ouais. Donc en 2021, il n'y a pas d'hécatombe non plus, nulle Mmh. part. Ça, je vais être très clair là-dessus. Mais il y a bien des hausses de mortalité à certaines périodes, dont on Ouais. peut se poser la question d'où elles peuvent venir. Et je parle dans mon livre de hausses de mortalité pour à peu près toutes les tranches d'âge, à peu près tous les pays, pile pendant les campagnes de vaccination anti-Covid-19. Donc il y a quand même une corrélation qu'on peut observer, avec des chiffres. Oui, ce que je montre dans le livre, c'est en effet ce qu'on appelle une corrélation temporelle par âge, où pile pendant les campagnes de vaccination, on a des hausses de mortalité anormales. Donc des périodes de surmortalité pour quasiment toutes les tranches d'âge et quasiment tous les pays en Europe. Donc Ce qui est on peut le montrer. c'est anormal de voir ça dans toutes les tranches d'âge, soudainement des pics comme ça. Surtout que les tranches d'âge n'ont pas été vaccinées au même moment. Donc au moment où on vaccine les plus anciens, dans les pays où on le fait, on a une bosse. Puis dans le Ouais. pays à côté, la vaccination n'est pas au même moment, on a une bosse pas au même moment. Puis Ouais, OK. ensuite, on vaccine les jeunes qui n'est pas au même moment, on a une bosse qui n'est pas au même moment. Donc on a une corrélation parfaite, temporelle, qui marche par pays et par tranche d'âge. Donc là, il y a tout un tas de graphiques que l'on peut trouver dans le livre. Donc c'est une corrélation, évidemment. On n'a pas de Ouais, lien. Je ne peux pas parler de causalité, je ne me permets pas à aucun moment. ouais. Mais c'est un indice qu'on a sur tellement de pays, tellement d'endroits et depuis tellement longtemps, que c'est juste qu'on essaye de le faire remonter au pouvoir public et qu'on est juste censuré, point. Vous Ça a n'a il y a il y a rien à faire, il y a personne qui va vous entendre à ce niveau-là. Je sais que Christian Perron, professeur Perron avait essayé il avait demandé un moratoire. Tout ça n'aboutit jamais à rien, on dirait. Pourtant, il y a quand même, il me semble, assez de facteurs qui devraient faire en sorte que nos dirigeants disent OK, on va faire un time-out, puis on va réviser un peu la chose. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas moyen d'être entendu par les dirigeants? La crise depuis le début, elle n'a jamais été sanitaire, elle a toujours été politique. C'est-à-dire qu'on est, et les dirigeants, et je ne pense pas qu'ils aient décidé quelque chose de néfaste. Ils sont en permanence dans l'urgence, à ne rien comprendre au sujet, à demander leurs avis à des experts, des lobbyistes, des gens qui vont payer pour leur donner des avis, et ils prennent des décisions qui sont des décisions pour répondre à une demande politique. Donc au début de cette histoire, d'ailleurs, il y en a beaucoup, on voyait les politiques au début freiner parce qu'ils avaient les industriels qui ne voulaient pas y aller en se disant: «Putain, on va perdre un max de pognon, parce qu'on ne veut pas y aller», donc ça freinait des cas de fer. Et puis une fois qu'il y a eu que les médias ont suffisamment bourré le mou de la population, en faisant peur avec le virus tueur, tout le monde avait très très peur, et donc là, ah là là, il fallait une réponse, et donc là, c'était à qui a sorti la plus grosse réponse de façon à avoir l'air le plus sérieux, confinement général, etc. Ouais. Mmh. Mais donc toutes ces réponses au fur et à mesure n'ont jamais eu d'autre sens qu'un sens politique. D'ailleurs, il n'y a absolument aucune étude existante avant qu'il soit mis en place sur l'intérêt d'un confinement général de la population. Ça n'existe pas. Donc on n'est Mmh. pas du tout dans quelque chose de mesuré, de scientifique, ou même il n'y a pas une préconisation qui va dans ce sens-là non plus. Il y a Ouais. même des plans pandémiques qui existent en France, qui ont été établis depuis longtemps. Chacun en pense qu'on en veut, mais en tout cas, ça c'est pas dedans. Donc voilà, c'est que sur la base
de on-dit, de modèles, notamment du modèle Ferguson. Ferguson, dans son modèle, il dit qu'il y a plus de morts si les gens peuvent se croiser, donc il faut les confiner. Tout ça, c'est au sein d'un modèle. Ça n'a aucun lien avec la réalité. C'est une supposition qu'il fait, que personne n'a vérifiée. Et il dit donc il faut confiner, on écoute Ferguson, donc on confine sur la base d'un modèle théorique qui n'a absolument aucun pied dans la réalité, que personne n'a jamais vérifié. Non, puis assez rapidement, en fait, on a pu constater que ça avait des effets, des dommages collatéraux quand même assez majeurs qui auraient dû à un moment donné être réajustés. Tu sais, souvent, je dis, OK, bon, les premiers mois, peut-être, on ne savait pas, mais après 1 an, 2 ans, on pourrait dire que être confiné, être en perte de contacts sociaux, de forcer la division dans des familles, les vaccinés, les non vaccinés, voyez plus votre famille. Je veux dire, ça crée de la détresse psychologique vraiment majeure. Là. J'ai reçu des psychologues à une de mes émissions. On parlait de détresse des enfants de 8 ans qui voulaient se suicider. On a créé quelque chose de vraiment grave dans notre société, basé sur, selon ce que vous dites, quand même, du vent. Du vent. Et on le savait. C'est ça. Au niveau de l'État, il y a suffisamment de monde qui travaille sur ces sujets-là pour savoir que confiner la population, les gens chez eux, il y a quand même, dans les populations, quelles qu'elles soient, modernes, il y a tellement d'enfants qui sont déjà suivis par l'aide sociale à l'enfance, tout ça, que tout le monde savait qu'en confinant des gens qui avaient des problèmes chez eux, on allait accentuer les choses. Exact. Et puis, il y a tout un tas de gens qui vivent dans des logements insalubres. Notamment, voilà, on a vu des phrases terribles, des gens qui se prétendent de gauche dire qu'il fallait confiner les pauvres pour les protéger. S'il y a bien des gens qu'on détruit en les confinant, c'est les plus pauvres. Voilà, un pauvre, ça ne possède pas un loft avec un balcon et puis un rameur dans son salon de façon à profiter de la vie. C'est pas ça, c'est pas comme ça que c'est pas ça la grande pauvreté. Donc bon. Ouais. Tout ce qui a été fait, c'était en dépit du bon sens et en dépit de ce que tout le monde savait. Donc je pense vraiment qu'il ne s'agissait que de réponses politiques à la va-vite et de la com. Que fallait-il dire de façon à avoir l'air plus sérieux que les autres? Et un certain manque de courage, évidemment, politique. C'est beaucoup plus facile de faire croire qu'il y a l'apocalypse, de mettre en place des mesures fortes pour ensuite dire quoi qu'il se passe. Parce que s'il y a plus de morts à cause des mesures, on va dire que c'est le virus de toute façon. Ouais. S'il y a moins de morts, on va dire c'est grâce aux mesures. Si c'est pareil, on dira bah oui, ça aurait été pire, ça aurait été pire, ça n'a pas mis les mesures. Donc mettre en place des mesures, c'est toujours gagnant. De toute façon, on peut toujours se cacher derrière et c'est ce qui s'est passé. Mais on dirait que j'arrive toujours pas à identifier, du moins avec vous, là, j'aimerais ça aller à la source parce que vous dites, OK, bon, oui, c'est politique, je suis d'accord à 100%, c'est sûr que c'était une crise politique, mais pourquoi? C'est comme si on nous a présenté, OK, il y a une catastrophe mondiale qui s'en vient, on nous a dit ça début 2020, puis après, on a tout fait pour faire en sorte de donner raison à cette prévision-là qui avait été faite, même s'il n'y avait plus rien qui tenait la route. Mais pourquoi à un moment donné, on ne pouvait pas juste accepter « Ah, ben écoute, c'est pas si grave que ça, tant mieux, puis on peut recommencer à vivre. » C'est comme si on nous a forcés dans ce moule-là pour instaurer du contrôle, instaurer des passes sanitaires. Moi, c'est là que je voudrais aller. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a maintenu ce narratif-là en place? Pourquoi les politiques se sont sentis obligés de le maintenir? Il y a tout un tas de réponses à faire. La réponse classique, c'est follow the money. Voilà, regardez où est l'argent. Ouais. Les conseils qui venaient à l'État, en tout cas l'État français, mais c'est la même chose au Canada, viennent de cabinets qui sont en lien direct avec peut-être une des industries les plus puissantes actuellement, qui est l'industrie pharmaceutique, et sur lequel il y avait quand même des milliards et des milliards de dollars et d'euros à récupérer avec cette crise, une fois qu'elle était là, et qu'ensuite il proposait une solution, la seule solution présentée avec des guillemets, et sans coercition, les gens n'auraient pas accepté. On l'a bien vu en France, il n'y a jamais eu une liberté totale à la vaccination. Dès le début pour les jeunes, alors pour les anciens peut-être un peu, mais au tout début il y a eu des vrais volontaires, mais ensuite, même avant de commencer à vacciner les jeunes, il y a déjà eu une annonce que tous les grands rassemblements seraient soumis au pass. Donc tous les grands festivals de l'année 2021, fallait oublier si on n'est pas de pass. Et ce qui a décidé à peu près 1 jeune sur 2 qui se fait vacciner au final, donc ça fait peut-être 30% ou 40% des jeunes à y aller.
Mais ensuite, la bosse s'est arrêtée, donc il n'y aurait pas eu plus en termes de C'est surtout pourcentage. les voyages aussi, là, que moi, la plupart des gens que je connais qui sont fait vacciner, c'était parce qu'ils voulaient recommencer à voyager. Là. Voilà, mais ça, c'est arrivé dans un deuxième temps. Une fois quand les États se sont rendus compte que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait Ouais. avoir la coercition, c'est là qu'est arrivé le pass, de façon à forcer tout le monde à se faire vacciner. Mhm. Et donc là, il faut revenir sur, parce que bon, c'est quand même pas la première fois qu'il y a une arnaque de cette ampleur qui est mise en place. La première, c'est H1N1, Ouais. qui était aussi une arnaque mondiale, que Vous tout le monde... en parlez dans votre livre de la H1N1? Oui, il y a tout un chapitre dessus. OK, Parce c'est ça. qu'en France, il y a un rapport du Sénat français, après H1N1, qui fait un bilan. Et globalement, vous prenez le rapport du Sénat français, vous enlevez H1N1, vous écrivez Covid-19 et vous pouvez tout reprendre. Même chose. C'est même les mêmes personnes. C'est déjà Ferguson pour H1N1 à l'époque. En France, c'est déjà Antoine Flahault qui recommence ensuite pour la Covid derrière. Donc, ce sont les mêmes personnages. Il y a déjà Delfrécy aussi qui est devenu chef Ouais. du Conseil de santé. C'est les mêmes. Mais Delfrécy n'a pas changé un peu de discours dernièrement? Il me semble qu'il a reconnu qu'il avait mal géré la pandémie ou... Bon, après, c'est tellement gros ce qui se Ouais. passe. Ouais. Non seulement la supercherie de l'efficacité, mais en plus tous les effets indésirables qui remontent. Il y a un certain paquet de gens qui ne sont pas contents. Et puis c'est tellement, quand on a les chiffres sous les yeux, c'est tellement évident. Ouais. Il faut vraiment une pression médiatique qui soit complètement folle et une chape de plomb de façon à empêcher les gens de s'exprimer pour réussir à maintenir cette escroquerie. Sinon, elle tomberait tout de suite, quoi. Mais c'est en train de lâcher. Et je pense qu'un certain nombre de personnages sentent très bien que la situation n'est plus tenable et que ça va tomber. Je ne sais pas si elle tombera, mais ça fait partie des signaux où on voit qu'il y a des gens qui pensent que ça va tomber parce que c'est trop gros. Ça sent le feu, en tout cas. Ouais, on sent qu'il y en a quelques-uns qui sont prêts à quitter le navire. Mais donc, ce que je comprends, c'est finalement, c'est une question d'argent. Puis ça a été orchestré. Je ne veux pas tomber dans les théories, mais ce qu'on sent, en tout cas, c'est qu'il y avait une commande par les Big Pharma de faire rouler leur économie à eux en nous forçant Il y a tous. une opportunité. Il y a une certaine... ouais, en tout cas, c'est sûr qu'eux, ils ont fait de l'argent pendant la pandémie. On ne peut pas nier que ce vaccin-là a été lucratif pour eux. Dès qu'ils lancent les tests, ils sont certains qu'il va y avoir des commandes complètement folles et que, comme les gens ont très peur, la réponse politique, ce sera on achète, et donc ils vont pouvoir se faire des bénéfices, mais qui sont complètement fous. Avec des nombres en plus, évidemment, tout le monde se fait conseiller de façon à vacciner tout le monde. Dans le rapport H1N1 français, c'est écrit que ça sert absolument à rien. C'est écrit dedans. Vaccination générale, c'est inutile, absolument, il ne faut pas le faire. Ils disent même qu'il faut vacciner personne si on considère être en période épidémique. Enfin bref, il y a un total à écrire à l'intérieur. Wow. Mais donc, les industriels, dès qu'ils savent que les gens ont suffisamment peur et que les États sont mûrs à commander n'importe quoi à n'importe quel prix, et qu'en plus ils vont forcer les gens à les accepter, ça fait une masse de fric qui est tellement folle que, évidemment, que leur intérêt, c'est que ça continue le plus tard possible. Oui, mais en plus, si on peut avoir un abonnement annuel, c'est encore mieux. Mais j'ai envie qu'on parle un peu des effets secondaires de la vaccination. Est-ce qu'ils sont, parce qu'on en a parlé, on a survolé un peu. Vous avez dit qu'on peut voir des pics. Je comprends que vous dites qu'il y a des corrélations, qu'on ne peut pas parler de causalité. C'est quoi la différence entre une corrélation et une causalité? Une corrélation, c'est ce qu'on voit en statistique. Une causalité, ce n'est jamais prouvable par des statistiques. Il faut faire une expérience. Okay. Les statistiques, on dit toujours, les faits n'expliquent pas les causes. Donc, à partir du moment où quelqu'un utilise des statistiques, il est toujours en train de faire des corrélations. Et ne peut jamais dire à aucun moment qu'il a prouvé la cause de quelque chose. Okay. Il peut avoir des indices. Par exemple, si on a une bosse de mort avant la bosse de vaccination, bah vous savez que globalement, ce n'est pas la vaccination qui cause la mort, puisque ce n'est pas dans le bon sens. Ouais. Quoique, encore, vous pouvez questionner la qualité des données. Est-ce que, du coup, ça ne voudrait pas dire que les données ne sont pas prises au bon moment, etc. Mais voilà, vous pouvez montrer une corrélation et ensuite questionner l'hypothèse de causalité. Mais vous ne pouvez jamais la prouver sur la base de statistiques. Je comprends. Ce que les industriels, d'ailleurs, utilisent largement. Hein, c'est-à-dire que, pour ce qui est des effets néfastes, ils prennent bien ce recul-là en disant « Attention, on ne peut jamais prouver, hein, ce n'est pas nous. » Mais s'ils veulent montrer un bénéfice, là, il n'y a pas de problème. Là, ils utilisent les statistiques, il n'y a aucun souci. C'est deux poids, deux mesures. Oui, il y a deux poids, deux mesures. Oui. Ouais. D'ailleurs, je vais
il faut bien préciser, normalement, on dit jamais effet secondaire, on dit effet indésirable. Parce que c'est pas un effet secondaire, c'est un effet primaire. Le vaccin vous rend malade. C'est l'effet primaire, c'est ça, et ça a des effets sur votre santé. Voilà. Ah, Secondaire, limite, s'il y avait un effet secondaire, ce serait de vous protéger contre quelque chose. ouais, Voilà. Donc, OK. c'est bien, on est sur des effets indésirables. Mmh. Et donc ces effets indésirables-là, oui, ils peuvent être de sortes multiples. Il se trouve qu'il y a de la pharmacovigilance. Alors aux États-Unis, il y a le VAERS, où les gens peuvent déclarer depuis très longtemps, les effets qu'ils ont après. Et donc il y a, depuis le début des vaccinations anti-Covid-19, il y a un record absolu de déclarations, avec même énormément d'essais qui ont été déclarés, bien plus que sur la totalité de tous les vaccins qui ont été distribués avant. Et pourtant, ça vaccine beaucoup aux États-Unis, hein. Ouais, Donc même si là, on a vacciné tout le monde de 3 doses, ben, c'est ridicule par rapport à la totalité des vaccins distribués depuis 30 ans, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose de significatif. Et en Europe, c'est pareil. Donc ça, c'est un premier indice. Donc les industriels disent oui, mais corrélation n'est pas causalité. On vaccine des gens et puis bah, après, il y en a qui meurent, bah, parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. c'est ça. Donc voilà, on refuse de reconnaître quoi que ce soit. Sauf que Ouais, là, moi, j'arrive dans le livre avec un indice supplémentaire. Bah oui, mais c'est bizarre parce que pile au moment où il y a des campagnes, il y a des morts en plus. Et là, du coup, c'est pareil, ils peuvent se frotter les mains en disant ah bah on ne sait pas ce que c'est, vous pouvez rien prouver. ouais, Et donc, c'est extrêmement difficile de toute façon de prouver une causalité entre un médicament et puis un effet néfaste. Évidemment, Big Pharma passe son temps à essayer de contredire tout ça. ouais. Si je reparle un petit peu d'H1N1, en France, c'est que depuis l'année dernière ou il y a 2 ans que sont enfin tombés des dédommagements, parfaitement ridicules d'ailleurs, pour les familles qui ont été victimes des vaccins anti-H1N1, qui ont provoqué de manière reconnue par tout le monde des narcolepsies. La Ah ouais, narcolepsie, c'est ce fait de s'endormir tout le temps ouais, dès qu'il y a une petite émotion. Comment est-ce qu'ils ont réussi à le prouver? C'est parce que la narcolepsie, c'est extrêmement rare dans la population. C'est, je ne sais pas, une personne sur des millions qui devient narcoleptique. Et donc là, quand vous avez sur 100 000 gamins, c'était en Suède, toute une dizaine, une quinzaine qui deviennent narcoleptiques du jour au lendemain, et que ce sont les seuls, ceux qui l'ont reçu, à qui ça arrive, là, vous avez un indice qui devient suffisamment fort pour un juge pour qu'il dise, mais non, mais ça va pas, quoi. ouais, Et le problème de la mort, c'est que c'est pas un événement assez rare, puisque tout le monde meurt un jour et que ça arrive. Et donc, on n'est pas capable de savoir le nombre de victimes de ce vaccin, mais sur le seul effet de narcolepsie, qui est tellement spécifique et qui a été assez massif, là, on a réussi à prouver quelque chose. Et donc, c'est extrêmement difficile, de toute façon, de faire reconnaître un effet indésirable pour quelqu'un, pour un citoyen lambda. Et il y a ouais. des techniques bien connues des vaccinateurs, mais de Big Pharma, pour éviter de se faire avoir, c'est notamment de créer plein de sous-catégories. Par exemple, si vous avez des problèmes cardiaques, si on écrivait en effet indésirable problème cardiaque, là, on aurait plein de monde. Mais là, non, là, ils ont dit péricardite, myocardite, machin, euh, enfin, tous les troubles cardiaques, il y en a une centaine. Ce Oh qui fait wow. que tout le monde est dans une case différente. Ouais. Ce qui fait que statistiquement, il n'y a rien de significatif. Donc ça, c'est une arme. Donc si dans vos étiquettes là, pour les vaccins, il y a 400 effets secondaires, ils disent ah, c'est beaucoup, c'est sûrement que c'est dangereux. Mais non, ça sert à ce que tout le monde soit dans une case différente de façon à ce qu'il n'y ait jamais rien de significatif. C'est Ça fait. dilue les chiffres, en fait. Ça dilue les chiffres. Et Ouais. c'est pour ça, dans mon livre, là, moi, je veux tout reverser à l'association Où est mon cycle, qui s'occupe des femmes vaccinées qui ont des effets indésirables après leur vaccination, qui soit ont des règles abondantes, soit qui n'ont plus de règles, et donc ont des problèmes de fertilité. Parce que quand une femme est malade, elle perd ses règles, ou bien elle a des règles abondantes, mais ça joue sur sa fertilité. Et Mhm. donc, quasiment tous les effets indésirables chez une femme finissent par se traduire chez j'ai plus de cycle. Et donc, on a tout de suite quelque chose de significatif. Ouais. Donc là, ça emmerde énormément Big Pharma. D'ailleurs, ils essayent de ne pas faire de tests sur des femmes, tout ça. Ils évitent les femmes enceintes aussi, de façon à ne pas avoir de problème, pour pas que ça se voit. Mais là, dans la population, c'est tellement massif qu'il Ouais. faut absolument parler les femmes, pousser les femmes à déclarer leur perte de règles à la pharmacovigilance, parce que ça, c'est suffisamment massif pour être statistiquement significatif. Et puis c'est Voilà. dérangeant aussi sur tout ce qui est de la fertilité qui va se mesurer plus tard, hein. Ça se mesure déjà. J'ai sorti un papier il n'y a pas très longtemps. Il y a quand même une chute assez vertigineuse de la fertilité Chez les partout en Europe. femmes ou femmes et hommes?
Bah, on voit, c'est en nombre de naissances que ça se Ah voit. oui, ok, je comprends. Donc, il y a une chute brutale du nombre de naissances à partir du moment où les bébés auraient dû être conçus en juillet 2021. Voilà, au hasard. Et donc, ça se Là où voit. on a massivement vacciné Voilà. en Europe. C'est encore une corrélation. Voilà. À Ouais, je cette comprends. période-là, on a des morts en trop, et puis ensuite, 9 fois plus tard, il n'y a plus de bébés. Mais voilà, c'est qu'une corrélation. C'est terrible. J'aimerais ça, on voulait s'en tenir à 45 minutes, puis j'aimerais ça qu'on termine en parlant de la censure. Vous en avez vécu beaucoup. Votre livre est publié chez tous les, vous disiez en France ou en Europe, partout, mais vous disiez qu'il est caché, relayé en arrière, donc il n'est certainement pas sur un beau présentoir quand on rentre en avant. Mais j'aimerais ça que vous me parliez un peu de la censure que vous avez vécue en lien avec tout ce que vous faites depuis le début de la pandémie. Oui, alors de diverses manières. Déjà, bah, j'ai été censuré sur YouTube assez précocement, hein. J'ai sorti une vidéo qui s'appelait La stratégie du choc coronavirus, le vrai danger coronavirus, la stratégie du choc, où je parlais du livre de Naomi Klein. Ouais, Euh, et cette vidéo-là bah, a commencé à. Enfin, ma chaîne n'était pas connue du tout à l'époque, mais dès qu'on a été confiné, ça me rappelait trop la stratégie du choc. Et donc j'ai dit attention, là, on est en train de vivre le choc de la stratégie du choc de Naomi Klein. C'est-à-dire, voilà, quand il y a un grand choc dans un pays, faut faire attention, puisque c'est le moment où arrivent les financiers, les grands industriels, de façon à proposer des solutions pour s'accaparer le pognon du pays. C'est ça le principe de la stratégie du choc. Et cette vidéo a commencé à partir très très haut dans les vues YouTube, et puis YouTube l'a retiré de la visibilité. ouais. Était même en numéro 1 de recherche Google à un moment sur le sujet. Ah, là, ça, c'est pas bon pour eux, hein. Ouais, bah, ils l'ont. Mais alors que je disais rien, elle est toujours en ligne d'ailleurs. Je fraude aucune règle YouTube d'aucune sorte. Ils l'ont Ouais, retirée, ils l'ont remise, et elle était entièrement shadowbannée, c'est-à-dire qu'elle était plus trouvable dans les. Et je pensais que c'était, je pensais que c'était complotiste en fait de raconter ça, que c'était pas vrai. Mais quand on le vit en vrai, on voit la vidéo qui est sortie, qui est devenue invisible, puis on dit mais pourquoi? Puis ensuite elle revient 2 jours après sans explication, mais elle est plus trouvable. Et ben, je fais mais puis on voit la courbe de lecture qui était en flèche comme ça, puis qui s'arrête net. ouais, exactement. Ouais. Donc il y a ça. Puis il y a aussi après les articles de dénigrement, je l'ai dit, dans la presse évidemment. Et aussi j'ai Vous participé à l'avez différents. vécu. Vous avez été victime aussi donc du character assassination public, j'imagine. Oui, oui, mais alors, bon, ça, c'est pas ça, limite, je trouve ça même pas très grave. Je commence à avoir Ouais. l'habitude. Ouais, Euh, ok. mais non, ce qui est le plus révélateur, j'en parle aussi dans mon livre, c'est que j'ai participé de près ou de loin à 3 études scientifiques qui se sont fait censurer par les hébergeurs d'études scientifiques, donc même pas des revues, quoi. C'est-à-dire que normalement, une étude scientifique, on la met chez un hébergeur sous format scientifique. L'hébergeur vérifie le format, si c'est bien un format scientifique, ces traits sont respectés, et ensuite, comme ça, les revues peuvent piocher dedans pour ensuite ça passer en comité de lecture. Et les hébergeurs se sont mis à censurer toutes les études qui disaient soit que le Covid c'était pas très grave ou qui mettaient en cause les mesures. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas habilités à avoir un regard scientifique, Mhm. pardon, à évaluer leur père, ceux-là se sont mis à censurer des études. Et donc ça, je l'ai vu en direct. Et j'ai Wow. vu aussi une étude qu'on a réussi à faire passer, à envoyer à un journal, une étude qui dit, bah, en fait, il n'y a pas de mortalité significative en 2020. En France, c'est pas vrai. Qu'avec tout est reproductible, enfin bref, il y a nos calculs dedans. Se faire accepter, puis se faire refuser, mais sans motif. Donc ça c'est une censure aussi qui est assez incroyable. Et puis quand on Ouais. demande, est-ce que vous pouvez nous donner les motifs, s'il vous plaît, il n'y en a pas. On nous répond, il n'y en a pas. Donc on a même des traces écrites de la censure, c'est assez fou. Puis Ouais. bon, on a vu des articles aussi se faire publier, puis ensuite se faire dépublier sans aucun motif. Ouais. Donc voilà, la censure, bon alors elle existe dans la presse, mais ça, limite, c'est de la presse subventionnée par l'État, bah, c'est le jeu. Du coup, il y a des petits gens des sbires, qui sont du bord de l'État, qui veulent nous cracher dessus. Bon, bah, voilà, c'est le jeu. Ce que les gens se rendent moins compte, mais je pense que beaucoup de gens l'ont compris, ce que les gens n'ont pas compris forcément, c'est que toute la presse scientifique, c'est la même chose. On est vraiment une presse scientifique qui est au service d'eux, qui a Ouais. des financeurs privés, et que Ouais. du coup, il n'y a rien non plus qui va filtrer par là non plus. Ouais, il y a des conflits d'intérêts, en fait, assez énormes. Puis vous en parlez, je pense, dans votre livre. J'irai d'une dernière question du public. Je vais la mettre ici. Juste pour compléter, c'est quelqu'un qui revenait sur ce qu'on a parlé tantôt. On parlait de la corrélation avec les morts, ou en tout cas le manque de fertilité. Kevin Gauthier demande, est-ce qu'il y a une hausse de fausses couches ou de bébés morts-nés? Est-ce que vous avez pu analyser ces chiffres-là? Alors moi, j'ai que des choses sur les chiffres de décès.
OK. Et du coup, il faut que le bébé soit né vivant. Et dans plusieurs pays où on a des données, on a des hausses de décès de bébés nés vivants, pile pendant les campagnes d'injection aussi. Donc c'est des bébés qui décèdent dans les 6 premiers jours, ce qui est le signe le plus souvent de bébés qui sont nés trop tôt. C'est-à-dire une femme qui se fait vacciner à 6-7 mois de grossesse, qui accouche parce qu'elle est malade. Le bébé est né vivant, mais C'est pas viable. non, voilà. Ouais, c'est terrible. Mais ça, vous avez vu une augmentation de ça? Il y a une augmentation significative en France, en Israël et en Nouvelle-Zélande aussi, je crois. On a différents pays sur lesquels on a des chiffres. OK. J'aimerais ça qu'on on remonte votre livre une dernière fois pour ceux qui veulent se le procurer. Ça s'appelle COVID-19, ce que révèlent les chiffres aux éditions L'Artilleur. Je sais pas, je suis sûre qu'il est disponible. Je ne veux pas commencer à. Probablement au Québec, on a Archambault, on a Renaud-Bré. Donc, vous disiez tous les grands libraires, puis je pense que ça vaut vraiment la peine de le demander, de le montrer qu'il y a une demande pour ça là, à tous ceux qui nous regardent. Et on parlait du shadow banning, on parle de censure, j'en vis énormément. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai même une poursuite contre Google, YouTube qui s'attaque à notre liberté d'expression. Donc, à un moment donné, il faut bien réagir. Alors, je vous invite tout le monde à partager massivement l'entrevue, partager avec vos proches en privé, partager sur vos réseaux sociaux, mais ça vaut la peine dans des groupes ou en privé là, sur Messenger. Je pense que c'est là la clé un peu, là, c'est dans le partage d'informations qu'on considère pertinentes. Sinon, c'est très difficile de taper dans les algorithmes qui vont propager ces vidéos-là. Je l'observe de plus en plus. Là, c'est très, très, très difficile de faire mousser les algorithmes. Alors, n'hésitez pas à partager si vous avez apprécié le contenu. Merci d'avoir écouté en direct. La vidéo va être aussi disponible sur mes chaînes en rediffusion. Merci Pierre infiniment pour votre temps, puis surtout pour la charge monumentale de travail que vous partagez avec nous. Je pense que ça donne des outils solides pour argumenter, du moins, ceux qui ont des doutes depuis le début que ce qu'on vit est louche. Maintenant, en fait, vous nous permettez de l'argumenter, de l'articuler autour de quelque chose de plus concret. Donc, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pendant ces années-là. Bah, merci à vous pour de me donner un peu d'espace, hein, c'est assez rare. Puis voilà, je pense que c'est aujourd'hui essentiel maintenant de réussir à partager tous ces messages. Absolument. Ben, bonne fin de journée à vous en Europe et bonne journée à tout le monde au Québec. Merci à tous.